Pirana, ben, ça va très bien. Je viens de terminer d'aider mon fils à peindre un projet scolaire, une galaxie avec la Voie lactée. Enfin, bon, bref, on s'amuse comme on peut. On est dans les étoiles. Je viens de regarder, j'adore. Donc, moi, comme je te disais, je suis aussi une ancienne de l'éducation. Donc, je suis toujours ravie que les enfants fassent, aidés par les parents, parce que c'est ça la clé de la réussite des gosses. Alors, nous sommes de grands enfants et donc tu vas participer à une soirée littéraire le jeudi 25 novembre à la Maison de la Culture. Et le thème, c'est qu'est-ce que la littérature? Et toi, tu as choisi un thème un peu iconoclaste, mais qui me plaît beaucoup. Deuxième Blas, Zola. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, en fait, moi, je parle de ce que je connais, donc mon expérience et comment je suis arrivé à aimer lire et ensuite à découvrir ce qu'on pourrait appeler la grande littérature. Et je pense que le chemin pour arriver aux grands auteurs, qu'ils soient classiques ou contemporains, eh ben, c'est un peu comme le petit poussé, et il est semé de petits cailloux qui sont tous très différents. Ça peut aller de l'arrière d'une boîte de cornflakes à voilà, des comics, comme on appelle ça. Je, je suis partisan de dire il faut tout lire. Voilà. Il ne faut pas se limiter à simplement un genre, une catégorie d'ouvrages. Enfin, c'est un peu ma façon de fonctionner. Je suis un très gros lecteur et par contre, je lis tout, que ce soit des magazines, que ce soit des trucs comiques. Je lis Sioran et puis le lendemain, je vais lire Zambla. Voilà. Et donc, toi, là, tu te places dans la peau du lecteur, hein, Oui, puisque tu es un grand lecteur, mais tu as écrit aussi. oui, mais je pense que, alors ça c'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais je pense que pour arriver à l'écriture, il faut aimer lire. Je vois mal comment on peut arriver à l'écriture si on n'aime pas lire. Ou Et alors c'est lire qu'on de essaie. tout, lire de tout. Tu penses qu'on est un meilleur auteur si on lit de tout? Alors, moi, je ne sais pas ce qui définit un bon auteur. Est-ce que c'est sa popularité auprès des lecteurs? Auquel cas, les livres de cuisine sont de la très grande littérature, puisque je crois qu'en Polynésie, en tout cas, le livre qui s'est le plus vendu, c'est La cuisine chinoise de Tahiti, qui avait été faite par Akaju. Je crois que c'est le livre le Oui, plus ben, vendu à ce que jour. j'ai eu le bonheur d'interviewer et c'était un monsieur absolument charmant. Absolument. Mais voilà, donc, qu'est-ce qui définit un bon auteur, un meilleur auteur? Est-ce que c'est l'accueil du public? Est-ce que c'est le jugement des académiques? Ça reste à discuter. Euh, je ne fais pas, moi, de gradation dans les auteurs. Alors, après, il y a ceux qu'on aime et il y a ceux qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins, mais ça reste, je pense, quelque chose de subjectif et de très personnel. Moi, il y a des gens qui sont considérés comme des très grands auteurs dans la littérature française, par exemple, qui ne sont pas ma tasse de thé. Ah, Et puis, les descriptions de Balzac, alors ça, c'est indigeste. Hein. C'est pas comme le livre de Acajou. On est voilà. Donc, d'accord. maintenant, exactement. Ben, c'est l'exemple typique. Moi, Balzac, j'ai jamais accroché. C'est très bien On est deux. écrit. C'est voilà, c'est très bien écrit, mais ben, voilà, je trouve ça. Bon, je vais pas. L'adjectif est peut-être un peu fort, mais je trouve ça ennuyant en fait, Indigeste. Puisqu'on indigeste. parlait de Voilà. livres de cuisine. Et à l'inverse, il y a des auteurs beaucoup plus légers qui sont merveilleux. Alors, Euh, est-ce que tu penses que, alors, en fait, le point de départ du questionnement sur cette soirée, c'était Sartre qui disait que la littérature, à l'époque, hein, devait être une littérature et l'auteur devait être engagé. Bon, maintenant, ça n'a plus lieu d'être puisque quand même les grands pontes se sont posés, penchés là-dessus et maintenant, il semble que la littérature, même la littérature des romans policiers, est considérée maintenant comme une littérature, condition que ça soit bien écrit. bien sûr. Alors, là encore, les auteurs engagés,
c'est une catégorie, c'est aussi des histoires et des chemins de vie. Est-ce que si on n'est pas engagé, on n'a pas le droit d'écrire? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a effectivement le droit d'écrire, même si on n'est pas engagé politiquement ou pour une cause en particulier. On a le droit d'écrire des choses légères, descriptives. Après, il y a le fond, il y a la forme. On peut raconter une journée au bord de l'eau avec des mots magnifiques. Et à l'inverse, on peut essayer de décrire le combat d'une vie avec des mots insipides. Donc, Alors, est-ce que c'est le regard du lecteur qui fait la qualité d'un écrit? alors là, on en revient justement à la définition de est-ce que la qualité doit être définie par ceux qui écrivent ou par ceux qui lisent? C'est une grande question. Hein. Je pense qu'il. Alors évidemment, il faut éviter je dirais, d'écrire en mauvais français ou en mauvais anglais, enfin peu importe la langue dans laquelle écrire, ou en mauvais réotéti. Il y a, je pense, un minimum syntaxique, etc., à respecter. Mais c'est comme un tableau, en fait. Quand on peint, on peut peindre le même paysage. bien sûr, une fois que le livre est publié, moi, ça a été vraiment l'expérience la plus troublante quand j'ai publié, puisque j'écris depuis longtemps, mais je n'avais jamais pensé publier. J'ai toujours écrit de manière un peu égoïste pour moi et mon petit cercle, on va dire. Et quand on est publié, on se rend compte que le livre nous échappe, que chacun va se faire son... Et c'est aussi la puissance du livre, c'est-à-dire qu'un film, bon ben, les personnages, ils vous sont présentés, James Bond, il a la tête de James Bond. Quand vous écrivez un livre, les personnages, chacun va se construire mais chacun fait son film. L'image, grand, petit, costaud, pas costaud, blanc de peau, moins blanc, enfin, chacun peut créer ses propres personnages à partir de l'ébauche qui lui est proposée dans le livre. Et c'est ce qui fait aussi la puissance formidable de l'écrit. Et c'est un de ses avantages par rapport aux arts purement visuels. Quand bien même dans ces arts visuels, on peut encore faire des interprétations. Mais dans le livre, franchement, moi, j'ai rencontré nombre de lecteurs qui m'ont, sur des passages bien précis, donné des interprétations qui étaient très différentes les uns des autres, quoi. Et c'est amusant, parfois c'est troublant parce qu'on se dit, mince, je n'avais pas pensé que j'avais écrit ça. Oui, alors, est-ce que tu crois que c'est à cause de la tournure de la phrase ou du contexte dans lequel c'est écrit ou les personnes qui reçoivent? Je pense que c'est beaucoup relié au vécu de chacun. Je me souviens, quand j'étais en première, on avait un prof de philo qui était assez marrant et qui nous a demandé un jour qu'est-ce qu'on pensait de la prise électrique qui était au mur à côté de la porte. Nous, on n'en pensait pas grand-chose. Et il nous disait, voyez-vous, vous n'avez jamais mis le doigt dans la prise, donc vous avez une opinion particulière. Mais quelqu'un qui aurait déjà mis le doigt dans la prise n'aurait pas du tout la même interprétation de ce même objet. Et pour le livre, je pense que c'est pareil. Moi, par exemple, dans Le Roi absent, il y a une partie qui se déroule en prison, à Noutania. Et j'ai des lecteurs qui ont fait un passage par là. Et évidemment, la lecture de ces chapitres-là, ils ne l'ont pas du tout ressenti de la même manière. Pour eux, ça a une résonance particulière. Tout comme les passages qui se déroulent aux Marquises. Moi, j'ai des gens des Marquises. Et au début, ça m'a beaucoup amusé parce qu'en 2007, quand le livre a été publié, je n'avais jamais mis les pieds aux Marquises. Je suis allé aux Marquises pour la première fois de ma vie en 2009. Et je rencontre certains amis marquisiens ou des marquisiens que je ne connaissais pas et qui me disent « Ah là là, on sent que tu as vécu aux Marquises. » C'est amusant. Bon, bah, quelque part, c'est flatteur. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas tout à fait tort parce que moi, j'ai vécu aux Marquises par procuration parce que toute mon enfance, mes parents m'ont parlé des Marquises puisque eux y ont vécu. J'ai été conçu là-bas. Je suis né à la descente du bateau qui les a ramenés sur Papeete. Ils étaient de quelle île? Alors, mon grand frère est né à Hakamai.
tu sais que j'ai travaillé 2 ans à WAPO. Et oui. Alors, oui, je vois très bien. Et c'est le bout du bout de WAPO. Oui, Hagmaï, c'est le bout du bout. Et ils y étaient dans les années 60. Donc, tu vois, c'était un tout autre monde. Il y avait encore moins de routes qu'aujourd'hui. Tout se faisait à cheval ou en pirogue. Voilà, c'était une autre vie. Et ça, je l'ai vécu parce qu'en plus, mon père faisait beaucoup de photographies. Enfin, c'était comment on appelle ça, des diapositives. Ouais. Et donc, toute notre enfance, régulièrement, on mettait le drap blanc dans le salon de la maison et on avait le carrousel où on projetait les mêmes photos. Hein, il en avait à peu près 500 des marquises et il nous projetait les photos, il nous racontait ses aventures, comment il vivait, les relations avec les gens, les femmes enceintes qui venaient pour accoucher en pirogue et elle pagayait elle-même du fond des vallées. Enfin voilà, la vie des marquises, hein, c'est comme le dit bien, comme le dit bien la chanson, Gémir n'est pas de mise aux marquises. Et c'est vraiment ce qui ressortait des récits de mon papa ou de ma maman. C'était quand même un environnement assez rude. Donc, voilà, si on est marquisien, ces passages-là qui se passent aux marquises, on les ressent différemment de si on est parisien ou de Tahiti, parce que c'est des mondes différents. On est soit à l'intérieur des choses, soit on les observe de l'extérieur. Donc, c'est très subjectif, hein, le phénomène de lecture et même celui d'écriture. On écrit forcément avec les fibres de notre être. Avec nos Donc, ressentis. voilà, avec notre ressenti. Est-ce qu'on a envie de faire ressentir au lecteur ce qu'on écrit ou est-ce que c'est comme un bateau qu'on abandonne au fil de la rivière ou un petit bateau ou un bout de bois? Alors, ça, c'est la question, je dirais, de la préméditation de l'écrit ou pas. J'ai des livres, parce que j'ai aujourd'hui, on va dire, une quinzaine d'ouvrages dans ma besace, mais qui ne sont pas encore publiés. J'ai des livres que j'ai construits avec une intention précise. Avec une minutie, avec ce côté rationnel de l'ingénieur que je suis à la base. Donc, construit patiemment, comme on construit un château de Lego, en mettant chaque pièce là où elle doit être. Là, oui, on a l'intention de dire quelque chose de précis. Et puis, on a d'autres livres où finalement, on se laisse porter et puis emporter par l'histoire elle-même. Moi, j'ai 2 ou 3 bouquins où, en fait, entre le début de l'inspiration et la fin du livre, il s'est passé des trucs que je n'ai pas maîtrisés. Parce qu'à un moment donné, j'écris une phrase et puis ça m'emporte. Et le personnage, au lieu de faire ce que j'avais prévu qu'il fasse initialement, voilà, il m'échappe sur le papier et puis je trouve ça, je me laisse emporter. Voilà. Et donc ça, c'est la deuxième catégorie de livres, hein, c'est ceux qui vous échappent. Et puis pour moi, il y a cette catégorie très particulière. J'ai 2 livres qui sont dans ce cas de figure-là, le Roi absent et puis un autre livre sur lequel je suis encore en train de travailler, qui sont des livres qui sont sortis de rêves. Le Roi absent, je me suis réveillé avec l'histoire du Roi absent, comme si j'avais fait un rêve de quelques siècles en une nuit. Et là, il n'y a pas d'autre choix que de le coucher sur papier parce que sinon, il n'y a plus de place dans le disque dur. Et alors, est-ce que ça prend du temps et de la souffrance? Alors, pas de la souffrance. Dans l'écriture du Roi absent, j'ai écrit ça en 3 mois. Il y avait quand même 1200 pages. Ben oui, c'est court pour un ouvrage de cette ampleur. C'était quasiment de l'écriture automatique. C'est-à-dire que tous les soirs, je me posais sur mon clavier et ça sortait comme ça. Voilà, je n'avais pas besoin de penser, ça sortait tout seul. C'était juste, on va dire, le coucher sur papier, le rêve qui m'encombrait l'esprit. La souffrance, elle est venue après parce que dans les 2 cas où ça m'est arrivé, donc pour les 2 ouvrages pour lesquels ça m'est arrivé, à la relecture, je me suis dit, mais est-ce que c'est que des bêtises, enfin, je ne devrais pas dire des bêtises, mais de la fiction? Des élucubrations.
les élucubrations, voilà, j'aime bien ce mot-là. Ou est-ce que il y a des personnages qui ont existé? Est-ce que? Et il y a tout le travail après de recherche documentaire pour vérifier les noms, les lieux, les dates, etc. Et ça m'a pris, par exemple, pour le roi absent, ça m'a pris 9 mois, le temps d'une gestation. Et c'était vraiment là un travail fastidieux. Pour au final se rendre compte parfois avec étonnement que on n'a pas raconté tant de bêtises que ça. Il y a des passages dans Le Roi absent qui sont écrits en langue de l'île de Pâques, en Rapa Nui. Je ne parle pas le Rapa Nui. Mais tu penses qu'il y a des liens qui se créent et des Ça, choses. je l'explique pas. C'est justement cette troisième catégorie d'ouvrages. Ceux qui vous choisissent, ils sont là, ils sont en orbite dans la stratosphère, là. Et puis, un jour, ils passent à la verticale de vous et ils se disent, tiens, ça va être lui ou ça va être elle. Et pof, ils vous tombent dessus. Oui, attends, les Moai, il n'y a quand même pas intérêt ce qui te trompe. Mais l'esprit, le mana. Voilà. Voilà. Et donc, quand j'ai eu fini d'écrire ces passages-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est du lard ou du cochon? Et je suis allé voir un ami sculpteur donc, qui est Rapa Nui. Je lui ai fait lire et il m'a dit, non, c'est effectivement du Rapa Nui. Expliquer ça, je ne saurais pas l'expliquer. C'est drôle. Ah oui, c'est troublant. Hein. Très troublant. Oui. Et après, tu as eu d'autres expériences comme ça? Ben, j'ai 2 ouvrages hein, qui sont dans cette catégorie où je fais un rêve énorme, et puis je me réveille avec voilà, l'esprit encombré et cette espèce d'urgence à coucher le rêve sur papier pour pouvoir passer à autre chose, quoi, parce on est un peu prisonnier de ce truc qui Oui, vous est alors tombé dessus. finalement, c'est comme un accouchement, quoi. Une fois que tu as fait le bébé, Ouais. ouf. Ouais. Ah oui, oui, complètement. C'est un sentiment de délivrance et c'est assez fabuleux. Ouais. Mais est-ce qu'après, tu le regardes grandir, ce bébé? Je le regarde grandir, donc là, depuis le temps, je vais presque dire je le regarde vieillir, hein, parce que au grand dam de mon éditeur, ça commence à faire longtemps. Il a été publié en 2007, Oui. donc il est ado maintenant. Mais oui, je le relis parfois. Euh, Tu aurais envie de changer des choses? non, absolument rien. Absolument rien, parce qu'il est comme il était censé être. Cette envie-là, je l'ai plus sur les livres que j'ai construits avec cette intention d'écriture. Ou parfois, je les relis, je me dis, ah, attends, ça, c'est pas très cohérent. Il y a ça qui aurait dû se passer avant. Enfin bon, voilà. Est-ce que tu fais relire? Alors, est-ce que tu as des relecteurs qui te Alors, je fais aident? rarement relire l'intégralité de mes livres. J'ai plus à certains moments, on va dire, presque pour me rassurer et m'assurer que je vais dans le bon sens, à certains points d'inflexion dans l'histoire, je vais faire lire un passage à mes amis, à ma femme, à mes enfants, enfin des gens voilà, qui sont très proches de moi. Et puis, j'attends un peu anxieusement leur réaction, et, parce qu'ils ont lu peut-être le début. Et là, je regarde leur réaction. Quand ils me disent, mais ça n'a rien à voir, enfin, c'est comme un cheveu Oui, sur la mais soupe. pourquoi tu as mis ça? Pourquoi, voilà. Ou alors, parfois, ils me disent, là, tu veux nous perdre, ou tu essayes de nous embrouiller, et on Bon, sent que remarque, c'est bien finalement, aussi. oui, Embrouiller le justement, lecteur. justement, si je sens que ça les a accrochés et que quelque part, ils sont intrigués, ils se disent pourquoi il écrit ça à ce moment-là? Qu'est-ce que ça présage pour la suite? Là, je me dis, ah, ok, je tiens le bon bout. Comme à la pêche. Voilà.
Ouais, ouais. Non, c'est assez. Le processus d'écriture, j'imagine qu'il est très différent d'un auteur à l'autre, hein. Il y a des gens qui arrivent à se discipliner, qui tous les jours écrivent de 8h à 9h30, ensuite vont faire leurs courses, reviennent, déjeunent et puis reprennent l'écriture à 16h, de 16h à Les 15h. fonctionnaires de l'écriture. Ouais, je n'irai pas jusque-là, mais des gens qui arrivent à se discipliner, voilà. Moi, je ne suis pas du tout dans ce cas-là. En fait, j'écris de manière quasi exclusive très tard la nuit. Je ne sais pas s'il faut dire j'ai cette chance, peut-être cette malchance de dormir très peu. Et en général, j'écris quand tout le monde dort. Euh, donc, chez moi, bon, ils s'endorment avec les poules, donc c'est assez facile. Et il y a Mais peut-être la nuit, le silence. le La nuit, il y silence, a et puis l'atmosphère de la nuit. exactement. Et puis, quelque part, c'est un peu jouissif d'écrire la nuit quand tout le monde dort. Parce que, C'est voilà, ton on se secret dit, à toi. C'est c'est à la fois le secret et puis c'est un peu, je l'avais expliqué à mon éditeur, je dis, j'ai l'impression d'être Batman. Voilà. Pendant que la ville dort, j'écris. Bon, lui, il veille sur la ville, mais moi, j'écris. Et, et puis, personne ne le sait, personne ne le voit, mais je suis là, tapis dans l'ombre et j'écris. toi, tu es écriman, scribman, scribman, C'est ça, tiens. Scribman, voilà. Alors, tu vas nous raconter tout ça un petit peu le jeudi 25 sur l'écriture, la Ben, littérature, ouais, Zembla, Zola. je vais surtout essayer de, pas de convaincre, mais peut-être de rappeler, parce que je crois qu'on a tous été enfants, on a tous eu des lectures légères, stupides, enfin bon, Mais qui nous ont nourris quand même. mais qui nous ont nourris, qui nous ont construits quelque part. Et puis, il y a des choses qu'on lit enfant et qu'on relit adulte avec un autre regard. Il y a par exemple Astérix. Quand on est gamin et qu'on lit Astérix, on n'a pas la même grille de lecture. Il y a plein de choses qui nous échappent. Et quand on relit Astérix, quand on est adulte, on se dit, oh là là, On retrouve les clins d'œil quel, pour les adultes. voilà, on se dit, ah, quel coquin ce Goscinny quand même. Et voilà, dans la bande dessinée notamment, il y a plein de subtilités comme ça et de niveaux de lecture qu'on peut égrener au fil de sa vie finalement. Et c'est génial. Et je pense que c'est valable aussi pour la littérature. Moi, je me souviens, j'ai lu Michener quand j'avais 12 ans. J'étais allé chez mon grand-père et donc lui, il était très branché auteur américain parce qu'il était anglophone en fait, hein, et il parlait assez peu le français, il parlait le Réotéti et puis l'anglais. Et donc, il avait plein de bouquins en anglais et puis il me dit, tu devrais lire ça. Et c'était Hawaï. Donc, il y a un gros bouquin de Michener, il écrit quasiment que des sagas. Et donc, je l'ai lu quand j'avais 12 ans et je n'avais pas accroché. Je trouvais je trouvais que c'était trop lent. C'est-à-dire que bon, il passe un temps fou à décrire ses personnages. Bon, j'avais trouvé ça un peu fastidieux. Et puis, je l'ai relu un peu avant de passer le bac, donc 4 ans après. Et là, j'ai été fasciné. J'étais surpris parce que le bouquin, je l'avais laissé traîner et je retombe dessus par hasard. Et quand je l'ai relu, je me suis dit, mince, c'est pas possible, c'est pas le même livre que j'avais lu il y a 4 ans. C'est Mais pas possible. en fait, tu n'étais pas la même personne. Je n'étais pas la même personne, j'étais, je pense, pas prêt à 12 ans à lire ce livre-là. J'avais pas les codes, j'avais pas peut-être la sensibilité aussi. Et quand je l'ai relu, voilà, à 16 ans, j'ai été bluffé et complètement captivé. C'est simple, j'ai pris le bouquin, quasiment la première page, ça m'a accroché et ouais, j'ai dû lire ça en 2 jours, quoi. Oui, alors, donc, du coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La littérature, en fait, ce sont les lecteurs. Bah, c'est un couple. Hein, Voilà. it takes two to tango. Donc, je pense que s'il n'y avait pas d'auteur, on n'aurait pas grand-chose à lire. Mais effectivement, s'il n'y avait pas de lecteur, on n'aurait pas cette espèce de miroir, finalement,
qui nous permet de voir et puis d'expérimenter aussi l'altérité qui est portée par la littérature. Parce que je me souviens encore de l'époque où j'écrivais pour moi. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'écris toujours, j'écris quasiment tous les soirs, mais à chaque fois que j'écris maintenant, je me dis, il va falloir que je le publie, celui-là. Parce que publier, c'est aussi comme un peintre qui expose ses tableaux. C'est une partie de soi. Et c'est pas toujours c'est une partie de soi, c'est s'exposer, parce que au fil des lignes, il y a quand même, voilà, il y a forcément un peu de vous qui transparaît. Plein de gens qui vous demandent, mais ça, c'est toi, en fait. Bon, dans certains cas, c'est vrai, dans d'autres cas, c'est moins vrai. Mais on peut être jugé aussi sur ce qu'on écrit. Ah ben maintenant, on est jugé tout le temps partout. Alors là, oui, bah, encore plus à l'ère des réseaux sociaux. Maintenant, on ne peut plus, voilà, on peut plus rien faire, on est jugé. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, quand on est publié, c'est surtout la possibilité de partager. Quand j'étais dans une démarche de non-publication, je me faisais engueuler régulièrement par ma maman qui me disait « mais tu n'as pas le droit de garder ça pour toi. C'est de l'égoïsme, c'est pas bien parce que… » Les mamans sont redoutables avec leurs fils. Oui, et puis elles ont raison de toute façon. Oui. Et parce qu'elle m'expliquait, elle me disait « tu sais, c'est pas histoire de savoir si tu écris bien ou pas. C'est pas ça l'enjeu, c'est pas ça ce qui est important. Mais dis-toi que ce que tu as écrit, il y a des gens à qui ça peut faire du bien. Il y a des gens à qui ça peut apporter des questionnements auxquels ils n'avaient pas pensé. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui fait grandir les hommes et les femmes. C'est soit d'avoir des éléments de réponse, soit des réponses, soit les questions. Et parfois, c'est plus important d'avoir des questions que des réponses. Et bon, je l'ai malheureusement pas écouté de son vivant. Et bon, quand elle est décédée, c'est là que j'ai décidé de publier. En fait. Voilà. Et de là-haut, elle doit me tirer les oreilles. Non, je pense qu'elle est contente. Non, on doit être contente. Mais écoute, ça va être un petit peu le mot de la fin de l'interview. En fait, la littérature, elle doit amener plus de questionnements que de réponses. Mais j'espère que tu nous donneras quelques éléments de réponse jeudi 25. On verra, on verra. Moi, j'aime bien les puzzles. J'aime bien laisser les gens un peu frustrés. Je trouve que c'est peut-être mon côté… frustration positive. Voilà, c'est cette frustration positive qui vous donne envie d'avoir plus. Ben, écoute, j'espère qu'on aura plus jeudi 25. À très bientôt et merci, je me suis régalée. C'est moi.